Passons maintenant à la description un peu plus détaillée de l'ensemble des composants du système électrique de l'A320. On va commencer par les IDG, Integrated Drive Generator. Il faut savoir que avant cette génération d'avions-là, on avait un alternateur, générateur en anglais, un alternateur qui était couplé au moteur, à l'engine 1, et qui générait du courant. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, et pour avoir une fréquence constante, il faut avoir un régulateur de vitesse qui va permettre à l'alternateur de tourner à une vitesse constante pour obtenir une fréquence constante. C'est le rôle du Constant Speed Drive. C'est une boîte de vitesse automatique, hydraulique, qui permet de faire cette prouesse. Les deux systèmes étaient je dirais, le CSD était en prise directe avec l'arbre de rotation de l'alternateur et l'alternateur était en sortie du CSD. Aujourd'hui, que cette génération d'avions, je crois que dans le Boeing 737 c'est la même chose, je me demande si le 727 n'en avait pas lui aussi, les deux machins là, l'alternateur et le CSD, sont dans un même boîtier qui s'appelle l'IDG1. Allez voir sur des vidéos YouTube, il y a des écoles de mécanique aéro qui présentent à quoi ressemblent des générateurs, des CSD et à quoi ressemble maintenant un IDG. C'est une espèce de gros machin mécanique, hein, un petit peu plus gros, mais d'une prouesse technique incroyable parce que l'IDG est même pas une fois et demi plus gros que l'ensemble générateur et CSD. En tous les cas, ici, il faut bien comprendre que ce qui va nous intéresser, c'est le Constant Speed Drive, la présence des générateurs et le tout intégré dans une seule boîte. Ça va nous intéresser en cas de système dégradé, de situation dégradée et de panne partielle. Comment ça se représente sur les cams? On peut aller voir tout de suite. Ici, on a l'alternateur 1, générateur 1, et en dessous, mine de rien, on a IDG1 avec une température. Et bien ça, c'est la température à laquelle est le bain hydraulique dans lequel l'IDG fonctionne. Et ils l'ont sorti là sur les cams parce que en cas d'alerte, soit de baisse de pression hydraulique, huile hein, dans l'IDG, soit de température excessive, et puis on va avoir des alarmes ECAM qui vont entrer en ligne de compte. Il faut savoir que chaque IDG comporte son propre circuit hydraulique, hein, ici, pour fonctionner. Et chaque CSD, de la même façon, Constant Speed Drive, encore une fois, possède son propre circuit hydraulique. En mode de fonctionnement, comme qui dit utilisation en rotation et en pression d'un circuit hydraulique, dit chauffe. Et là, on voit que l'engine 1 a été mis en route. On est à un fonctionnement nominal de 138 degrés, d'où l'affichage en vert. Si on était hors plage, il serait affiché en ambre comme ici. Et ici, il est à celui-là, Integrated Drive Gear est à 15 degrés parce que c'est la température actuelle. Vous voyez, on est au sol à Isrou. Qui dit, je reviens sur ma température là, augmentation de température dit refroidissement. Et en fait, le circuit hydraulique d'huile des IDG va se faire refroidir, devinez où? Eh bien, dans le circuit de carburant, de kérosène, qui lui, ça tombe bien, a besoin de se faire réchauffer. Parce que moins 50, moins 55 degrés dans les ailes, il a besoin d'être un tantinet réchauffé quand il arrive avant d'être injecté dans les réacteurs. Même s'il a en vol la totale air température, c'est-à-dire que la température statique extérieure à l'avion auquel on ajoute la température due au déplacement de l'avion dans la masse d'air, on doit arriver grosso modo à moins 20, moins 30 degrés. Donc c'est quand même pas terrible non plus pour du Chiron. Pour finir avec ces IDG, d'où toutes ces problématiques de fonctionnement,
d'où l'affichage de la température et éventuellement de défauts de pression d'huile. Passons maintenant aux deux générateurs dont on a déjà pas mal parlé. Donc pour rappel, les générateurs en anglais, alternateurs en français, sont entraînés par la constant speed drive, et constant speed drive il est entraîné par l'engine qui est par là. Pareil pour le moteur numéro 2. Ces deux alternateurs produisent du courant continu, triphasé, 400 Hz, une puissance maximale de 90 kVA pour des tensions de 115 et 200 volts. Passons maintenant aux AC bus. Par défaut, l'alternateur 1 alimente AC bus 1 et l'alternateur 2 alimente AC bus 2. Encore une fois, chacun de ces bus alimente une kyriade de récepteurs des deux côtés, et forcément la perte d'un bus entraîne la perte du fonctionnement de tous les récepteurs ici. Donc on va le voir un petit peu plus tard, il existe une logique de connexion automatique des systèmes de la 320 qui remplace un générateur quand il tombe en panne par une autre source en fonction d'un cycle de priorité dont on parlera. Ces AC bus alimentent à leur tour, pour le AC bus 1, partie gauche de l'avion, un transformeur redresseur. C'est un redresseur de courant, pardon, un transformateur abaissant la tension et voilà, je me mélange excusez-moi entre l'anglais et le français. Transformeur redresseur, c'est un transformateur qui abaisse la tension du courant alternatif, et redresseur parce qu'il y a un pont de diode, régulateur de tension et condensateur et tout ce qu'il faut pour avoir un courant continu de bonne qualité, en tout cas de qualité suffisante. Donc par défaut, AC Bus 1 alimente son TR1 qui lui alimente la partie DC Bus 1, donc Bus 1 en courant continu. Pareil pour l'alternateur 2 qui alimente son DC Bus 2, qui alimente son transformeur redresseur, le DC Bus 2. On voit sur les cams, ici, encore une fois, générateur 1, AC Bus 1 par défaut, qui alimente le transformeur redresseur 1 et qui alimente lui le DC1. Pareil pour le DC2, mais là le moteur je ne l'ai pas encore mis en route. En passant, on voit là le mode de fonctionnement courant du tier 1. Il génère 26 ampères maintenant sous 28 volts. 28 volts, c'est la tension de tous les bus de la 320 en continu, et c'est la tension notamment des deux batteries. Vous voyez que là elles sont en charge nominale 28 volts. Encore une fois couleur verte parce que dans le mode de fonctionnement nominal. Vous voyez, et celui-là délivre 24 ampères, celui-là 18 ampères. Pourquoi pas? Il faut savoir que ces transformeurs redresseurs peuvent délivrer jusqu'à 200 ampères en courant continu. C'est quand même énorme. Puisqu'on est maintenant dans la partie courant continu, une fois qu'on arrive au DC Bus 1, DC Bus 2, ces deux bus peuvent alimenter le DC BAT. DC BAT, c'est le DC Batteries. C'est le bus batterie courant continu qui, lui, je dirais, centralise le courant entre les deux batteries ici. Sachant qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, si on ne met pas des générateurs de courant alternatifs en parallèle, en courant continu, on y arrive tout à fait bien. Et c'est ce qui se passe dans une batterie en général, où les éléments de base sont, en tout cas dans une bagnole, de 1,5 V. On les met en série pour avoir, si on en met 2, on a 3 volts, on en met 4, 6 volts, jusqu'à nos 12 volts nécessaires. Et pour avoir plus d'intensité possible de délivrer, on met des blocs comme ça entiers de 12 volts en parallèle. Il y a toute une
possibilités, un ensemble de possibilités d'assemblage, mais c'est l'idée de base. Donc ce DC-BAT, on devine, il va délivrer des, du courant à l'une ou l'autre ou les deux de batterie si on a besoin de se charger. Mais à l'inverse, quand on arrive dans le poste cold and dark et qu'on met une batterie en route, elle, à son tour, elle va, à l'inverse, délivrer du courant à DC-BAT et à l'ensemble des, des récepteurs. Passons maintenant aux Essential Bus. On en a donné un petit mot déjà tout à l'heure. Ils alimentent, eux, les parties essentielles de l'avion. Et indirectement, ils alimentent derrière les AC Essential Shed, qui est le bus qui alimente les récepteurs de l'avion qui sont non essentiels à la sécurité du vol et qui vont être déconnectés automatiquement en cas de situation dégradée. Eh bien, l'AC Essential Bus est alimenté par défaut en configuration normale par le Gen 1 qui alimente son AC Essential Bus 1 et à son tour AC Essential Bus. Vous voyez la petite flèche en pointillé ici indique que, encore une fois, dans la logique de connexion automatique de la 320, ce bus-là va être, dans certains cas de figure, alimenté par l'AC Bus 2. Partie continue, même logique, DC-BAT va alimenter par défaut DC Essential Bus, qui lui-même va alimenter et débrayer automatiquement DC Essential Shed en cas de situation dégradée. Le DC-BAT, il est alimenté par défaut par le DC Bus 1. Donc on retrouve un peu la même logique dans tous les systèmes de l'avion, où par défaut on va piquer sur la partie gauche, côté captain, numéroté numéro 1 tout le temps, hein. On va piquer de l'énergie de ce côté-là, et dans des situations autres, on va aller piquer ça vers d'autres ressources, et notamment la partie droite. Donc je vous le refais dès le début. Le Gen 1 alimente par défaut l'AC Bus 1 qui alimente AC Essential Bus qui alimente AC Essential Shed. L'AC Bus 1 par défaut alimente le TR1, le DC Bus 1, le DC BAT qui lui alimente DC Essential Bus et DC Essential Shed. Encore une fois, Essential Shed ici et là vont être déconnectés automatiquement en situation dégradée. Un petit complément sur les shed buses, celui-là et celui-là. Je parle souvent de situation dégradée, mais il y a un autre cas de figure qu'on connaît bien dans lequel ils sont coupés. C'est quand vous arrivez dans le cockpit, vous n'avez pas encore l'alimentation extérieure, hein, GPU, Ground Power Unit, qui est représenté là, External Power sur les cams. Et là, dans ce cas-là, typiquement, tous les screens là sont éteints, par exemple. La quasi-totalité de l'avion n'est pas fonctionnelle dans ce cas-là. C'est un des cas de figure où les Essential Bus sont déconnectés. Ces déconnexions, j'insiste sur le fait qu'elles se déconnectent automatiquement et se reconnectent automatiquement. Effectivement, si on va voir dans l'Overhead Panel, il n'y a pas... Pardon, j'avais enlevé ça pour les besoins du tuto. Il n'y a pas sur la partie électrique de l'Overhead Panel, la partie centrale, il n'y a pas de bouton, de connecteur, de quoi que ce soit, de voyant sur les parties shed. C'est réellement une logique de connexion et de déconnexion automatique de la part du système électrique de la 320. Par contre, on retrouve là deux interrupteurs, commercial, vous voyez, et Galeon Cabin, qui sont là sur auto et là sur on par défaut, et on voit que l'on peut les déconnecter. Et là, typiquement, on va aller mettre offline une partie de ce qui est repris dans les essential shed bus, mais spécifiquement partie commerciale et partie galet, les cuisines et la cabine.
Nous arrivons maintenant à l'APU, bien vu de l'extérieur de la magnifique modélisation de Fly-by-Wire. L'APU, c'est le générateur qui est dans la queue de l'avion. Et vous voyez que là, il est en route, ainsi que l'engine one, sachant que ça se fait pas, ça, démarrer les moteurs en étant encore à la guette et connectés, ça ne se fait pas. C'est pour les besoins du tuto. Donc, cette APU est en route et pour, en tous les cas, la partie turbine et les générations de courant, elle est capable, sur les cams on la retrouve ici, APU Generator, et elle est en route, hein, puisque toutes les indications sont vertes et nominales. L'APU est capable d'alimenter la totalité de l'avion au même titre que la Gen 1 ou la Gen 2. Donc l'une des trois peut alimenter la totalité de l'avion. Un truc intéressant, on avait parlé des IDG avec les CSD, Constant Speed Drive. L'APU n'en a pas besoin du Constant Speed Drive, simplement parce que, comme elle, sa fonction, c'est de fournir de l'énergie pneumatique et électrique, entre autres, eh bien, elle tourne à vitesse constante. Elle n'a pas de fonction motrice, génération de poussée, comme les réacteurs 1 et 2. Donc, pas de traces ni d'IDG ni de CSD pour l'APU. Retour à mon petit croquis, l'APU, elle est ici, APU Generator. Encore une fois, elle alimente la logique globale de connexion de la 320 que nous allons voir un petit peu plus tard. Il existe aussi une possibilité de s'alimenter en courant électrique à partir du sol. C'est ça. C'est ce que dans la simulation, ce qui clignote, la gyrophare qu'on voit en reflet dans le cockpit et sur les écrans. C'est le GPU, Ground Power Unit. Là, c'est un groupe générateur électrique, pardon, qui est monté sur un petit camion. Un câble, on va essayer de voir le câble, voilà, oui, voilà, câble électrique, alimentation, ploup, et External Power Unit, elle rentre par ici. Revenu dans l'appareil, l'External Power Unit, elle est ici. En l'occurrence là, elle nous fournit du 115 volts alternatif, 400 Hz, nominal. Donc, elle s'affiche, les valeurs s'affichent en vert. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, en bleu, vous avez les unités, systématiquement. Et là, par exemple, la Gen 1, elle est en charge de 28% par rapport à sa charge maximale, délivrance d'énergie électrique, en 115 volts, 400 Hz. La rate maintenant, sur notre diagramme, elle est ici. C'est un système qui est une turbine qui sort du dessous de l'appareil automatiquement, qui se déploie, qui est entraîné par le vent relatif et qui fait deux choses. Elle alimente en hydraulique, en pression hydraulique, le circuit hydraulique bleu et indirectement, elle va alimenter la génération de courant alternatif triphasé 115-200 volts à 5 kVA et à 400 Hz. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la rate, vous allez dans la page hydraulique de l'ECAM System Display, la rate alimente le circuit blue en pression. Là, par défaut, ils sont à 3000 PSI. La rate, vous voyez, est ici. Et c'est la pression hydraulique du circuit blue qui va alimenter un moteur hydraulique qui, lui, va entraîner un petit générateur. Et on le voit apparaître ici, sur le diagramme de l'ECAM, Emergency Generator. Et sur mon croquis, vous l'avez ici. Et quand cette rate sort et remplit son rôle et fournit le courant correct, attendu, elle va alimenter à la fois via un redresseur Essential TR la partie courant continu de l'avion et de l'autre côté alimenter en courant alternatif l'AC Essential Bus. On verra plus en détail tout à l'heure, mais il faut s'attendre à ce que seulement l'AC Essential Bus soit alimenté et le DC Essential Bus alimenté. On va pas s'amuser à mettre en route le circuit de télé de l'avion, clairement. Le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que
tant qu'on a du vent relatif et tant que donc en panne totale, vent relatif égale l'avion va descendre, hein, mais tant qu'on a suffisamment de vent relatif, la rate tourne et elle produit de l'énergie. Et hydraulique, alors service minimum, mais hydraulique et électrique. Donc c'est plutôt bien pensé comme système. Bravo, bravo Airbus. Puisqu'on est dans les modes dégradés, on va continuer à s'y enfoncer un peu plus. Ici, on a un static inverseur qui est un convertisseur statique qui prend du courant continu en entrée et qui fabrique de l'alternative en sortie. Alors, qui dit continu en entrée dit on a perdu toute autre alimentation électrique de l'avion, la rate ne fonctionne pas, et donc on va prélever du courant continu sur le la batterie 1, via son propre bus qui est, tiens j'ai une erreur de frappe, c'est Hotbus 1, bien entendu, je me suis trompé là, qui alimente directement le static inverter et qui alimente lui l'AC Essential Bus. Dans ce cas de situation aussi dégradée, la partie courant continu de l'avion, donc le DC BAT, DC Essential Bus, etc., sera alimenté par la BAT 2 et le Hotbus 2 qui va venir alimenter directement le DC Essential Bus. Nous verrons ça plus tard. Le redresseur de secours que j'allais oublier, lui, entre en ligne de compte dans certains cas de situation dégradée, notamment quand on perd un TR, voire les deux. Là, ça commence à devenir un peu compliqué et du coup, cet Essential TR, qui est un transformeur redresseur de secours, donc, vient prendre son AC Essential Bus, son courant alternatif sur l'AC Essential Bus et alimente le DC Essential Bus. On en parle depuis le début. Voyons maintenant les batteries. Alors leurs interrupteurs sont ici. Quand elles sont en fonctionnement, je dirais, nominal, automatique, c'est la philosophie, encore une fois, Airbus, c'est-à-dire lights out, tout est éteint. Quand tout est éteint, quand des push buttons comme ça sont éteints, ça veut dire que la logique d'automatisme est en fonction. Et souvent c'est souligné par voilà, le bouton auto là-dessus. Ici elles sont sur on, donc lights out. À partir du moment où on met une batterie off, elle est déconnectée du DC BAT et elle apparaît en blanc sur les cams. Je déconnecte les deux sont off, le DC BAT n'est plus alimenté, il est avec des croix en moins. Sur notre schéma, les bats sont là, et le DC BAT est ici. Là. Il faut savoir que chaque batterie est connectée à son hotbus et connectée sans connecteur, sans interrupteur, je dirais. Elles sont tout le temps connectées. Et notamment en situation dégradée, il y a des câbles qui partent directement du hotbus 1, hotbus 2 et qui alimentent certaines parties de certains composants du système électrique. Quand les batteries donc sont sur on et avec leur fonctionnement nominal, intéressant. Ici, on a les batteries qui sont connectées et qui n'ont pas de flèche indiquant soit qu'elles se déchargent, soit qu'elles se chargent. Ah, ça y est. C'est ce que je voulais vous montrer. Pardon, je rembobine. À partir du moment où elles sont... Pardon. Ce qui m'a troublé, c'est que apparemment il y a une erreur encore dans la simulation fly-by-wire, mais je les connais, ils vont nous réparer ça rapidement. C'est que quand on les a mis sur on ici, la connexion verte devrait s'afficher. Et si la batterie se décharge, donc donne du courant au système, on a une flèche vers la droite, comme ici, là, une flèche. Si la flèche rentre dans la batterie, ça veut dire qu'elle est en charge. Et il n'y a pas de flèche si le courant est inférieur à 20 ampères. Inférieur, pardon, à 1 ampère, ce qui est le cas là. Mais on devrait avoir une connexion ici. La connexion disparaît quand, vous voyez, on fait sauter une batterie. Pour finir ce tour d'horizon de tous les composants des circuits électriques, sur l'overhead
panel se trouve, enfin au-delà de l'overhead panel ici, on a les circuit breakers, donc les disjoncteurs, et on en a aussi à l'arrière de cabine. On va pas se mettre le torticolis, c'est l'avantage des Simu avec plusieurs familles de disjoncteurs qui sautent aux yeux par leur couleur. On a les circuit breakers qui sont monitorés, c'est-à-dire surveillés, qui sont verts, et les autres qui sont noirs. Pour les verts, ils sont monitorés, ce sens où moins d'une minute après qu'ils aient sauté, un message d'alerte apparaît sur les cams, et donc avec des actions à suivre, enfin les eCam Actions qui sont affichés sur le système display. Pardon, c'est les cams duo. Les cam messages accompagnent l'alerte avec la localisation du disjoncteur, sachant qu'on voit qu'il y a des colonnes et on voit qu'il y a des lignes. Donc, Smoke Configuration, ça va être le alpha 14. Crossfit Valve pour le circuit carburant, alpha 12. Voilà, et ainsi de suite. Il en existe aussi, mais là j'en ai pas vu sur le Simu. Pour l'instant, il en existe aussi qui sont gardés avec des capots rouges comme par exemple ceux-là, et pour indiquer simplement qu'il est interdit de les réenclencher en vol. Ce sont des opérations de maintenance au sol qui effectuent ça.